Un pacte scellé dans le désespoir, une veuve et son fils à la merci d'un tyran. Il était un fantôme hanté par le passé, elle, la flamme d'espoir dont il ne savait pas avoir besoin. Une fois la poussière retombée, que restera-t-il? Des vies transformées, des secrets révélés et un amour forgé dans le feu. Préparez-vous, car cette histoire va vous captiver. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous nous regardez. Là où le chemin s'achève, où le vent entonnait des chants funèbres à travers les ajoncs rabougris et les rochers, et où le soleil déversait ses rayons comme un marteau incandescent sur la vaste étendue poussiéreuse, il était là, Jonas. Un homme de peu de mots et de nombreuses cicatrices, certaines gravées sur la peau tannée par le temps et l'âpreté, d'autres, plus profondes, sillonnées dans l'âme comme les traces d'une charrette surchargée qui avait traversé un terrain trop caillouteux pour n'importe quelle créature. Son domaine, un amas de bois gris et de murs de terre séchés fissurés, était un testament à la persistance, rongé par le soleil impitoyable et englouti par un silence qui n'était brisé que par le hurlement occasionnel d'un loup ou le bruissement sec des broussailles arides. Là, les souvenirs d'une famille perdue dansaient avec la poussière fine que chaque rafale de vent soulevait, spectre persistant d'un bonheur qui lui avait été volé. L'air sentait la terre sèche, le thym sauvage écrasé et le vide laissé par l'absence. Le soleil, dans cette terre oubliée, n'était pas seulement une étoile lointaine, c'était un forgeron implacable, martelant le paysage jusqu'à le rendre cassant et hostile, forgeant les hommes et les femmes qui osaient l'appeler leur foyer en acier résilient ou en cendres oubliées. La lettre, un morceau de papier fragile taché par le sable et par ce qui semblait être d'anciennes larmes, était arrivée apportée par un colporteur au regard fatigué, un messager improbable du désespoir. L'écriture, tremblante et urgente, appartenait à une femme inconnue, une certaine Elara Duval. Elle se disait veuve récente, avec un jeune fils, et était la cible de la convoitise démesurée d'un éleveur de bétail local, un homme appelé Silas Mercier, dont la réputation était aussi sale et trouble que l'eau d'un abreuvoir abandonné sous le soleil inclément. Jonas relut les mots, le papier se défaisant presque entre ses doigts calleux. Chaque phrase était un écho de ses propres échecs, de ses propres pertes. Le code tacite de ces contrées reculées, cette loi silencieuse qui pulsait sous la croûte dure de la survie, un code qui parlait de protection des sans-défense et d'honneur même en l'absence de gendarmes ou de juges, exigeait une réponse. Et lui, hanté jour et nuit par la culpabilité lancinante de n'avoir pas réussi à protéger les siens dans le passé, sentit le poids de cette obligation comme un nœud se serrant autour de son cou, l'étouffant avec le souvenir de sa femme, Marthe, et de son petit Daniel, emporté par une fièvre qu'aucun guérisseur ni prière n'avait pu écarter. Il n'était pas un héros, loin de là. Il était juste un homme brisé essayant de recoller les morceaux. Mais la demande d'Elara était un appel qu'il ne pouvait ignorer. Peut-être, juste peut-être, l'aider pourrait apporter une lueur de rédemption, un petit baume pour les blessures qui ne cicatrisaient jamais. Il sella son cheval, un alezan fort et résistant comme lui-même, appelé Poussière, et partit à l'aube suivante. Il chevaucha pendant des jours d'affilée sous un ciel qui était une fournaise implacable, une voûte bleu pâle qui semblait aspirer toute l'humidité du monde. La poussière fine comme du talc le couvrait de la tête aux pieds, s'infiltrant dans chaque pli de ses vêtements, dans ses narines, au coin de ses yeux. L'odeur de thym sauvage écrasé et de terre sèche était son compagnon constant, avec le grincement de la selle et le souffle chaud de poussière. Le soleil châtiait sans trêve, et les nuits apportaient un froid cinglant qui pénétrait jusqu'aux os. Il la trouva, finalement, dans une masure qui semblait sur le point d'être engloutie par la vaste étendue aride, un point solitaire et fragile, dans un océan de sable et de pierres. Les murs de terre séchée étaient fissurés, le toit de chaume montrait des failles par où le soleil têtu s'infiltrait. À côté de la porte, un petit parterre de fleurs fanées luttait bravement pour la vie. Une touche de couleur défiant la pâleur des environs. Elara Duval apparut sur le seuil de la porte comme une apparition, les grands yeux sombres, reflétant une peur profonde et un épuisement qui semblait avoir vieilli son âme.
Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être 25 ans, mais la dureté de la vie lui avait déjà marqué le visage de fines lignes de soucis. Ses cheveux sombres étaient attachés simplement, et sa robe, bien que propre, était rapiécée et délavée. Un enfant petit, un garçonnet d'environ 5 ans avec les mêmes yeux attentifs que sa mère, s'accrochait à ses jupes, observant Jonas avec une méfiance ancienne, presque ancestrale, pour son jeune âge. Le garçonnet, Tom, ne détourna pas le regard, comme s'il essayait de lire les intentions de cet étranger poussiéreux. Jonas descendit de cheval, le corps protestant contre les jours de chevaucher. Il ôta son chapeau usé, révélant des cheveux sombres parsemés de fils gris aux tempes. Il n'était pas homme à prendre des détours. « Madame Duval ?» Sa voix rauque, peu habituée aux longues conversations. Elle hocha la tête, la main serrant le bras de son fils. « Je suis Jonas. J'ai reçu votre lettre. » Le soulagement qui inonda son visage fut presque douloureux à voir, mais il fut vite remplacé par une nouvelle vague d'appréhension. Elle l'invita à entrer. L'intérieur de la masure était exigu, mais propre. Une table grossière, 2 chaises, un lit dans un coin et un poêle à bois qui semblait être le cœur de ce foyer précaire. L'odeur de fumée et d'une herbe aromatique flottait dans l'air. Jonas évalua la situation avec son pragmatisme habituel. La femme n'avait nulle part où aller, c'était clair. Et ce Silas Mercier, d'après ce qu'elle raconta à voix basse et tremblante, n'était pas du genre à accepter un « non » comme réponse. Il convoitait la petite source d'eau qui existait sur ces terres, la seule dans un rayon de nombreux kilomètres, un trésor plus précieux que l'or dans cette région aride. Mercier avait déjà proféré des menaces. Ses hommes de main rôdaient autour de la propriété. Et la mort récente du mari d'Elara, dans des circonstances qu'elle soupçonnait ne pas être accidentelles, ne faisait qu'augmenter sa vulnérabilité. La loi, par là, était un mirage lointain, une plaisanterie racontée dans des auberges poussiéreuses. La protection était un luxe que peu pouvaient se permettre. Jonas écoutait, le visage impassible, mais à l'intérieur, l'ancienne colère et la culpabilité s'agitaient. Il savait ce dont des hommes comme Mercier étaient capables. Il n'y avait qu'une solution, drastique, mais peut-être la seule efficace selon les règles non écrites de cette terre sauvage. Une solution qui le prit par surprise lorsque l'idée lui traversa l'esprit, mais qui, plus il y pensait, plus elle semblait être la seule barrière solide qu'il pouvait ériger entre cette femme et le vautour qui la tournait autour. Il s'éclaircit la gorge, choisissant les mots avec soin. « Madame Duval », commença-t-il, le regard fixé sur un point quelconque du mur de terre séchée, « il y a un moyen d'arrêter Mercier, de vous offrir protection. » Elle le regarda, les yeux pleins d'un espoir fragile. « N'importe quoi, monsieur. N'importe quoi pour protéger mon fils. » Jonas respira profondément. Un mariage. Le silence qui suivit fut lourd, dense, et Lara le regarda comme s'il était devenu fou. Tom, sentant la tension, serra encore plus la jupe de sa mère. « Un mariage » répéta-t-elle, la voix à peine un murmure. Pas par amour, ni par désir. Jonas s'empressa d'expliquer, sentant une rougeur gênante lui monter au cou. Mais comme un bouclier, mon nom, ma présence. Mercier hésiterait à importuner la femme d'un autre homme, surtout un qu'il ne connaît pas et qui pourrait être disposé à défendre ce qui est sien. C'était une proposition froide, calculatrice, mais offerte avec une sincérité désarmante. Il offrait son nom, sa protection, en échange de rien d'autre que la chance de, peut-être, apaiser un peu les démons qui le consumaient, de faire une fois dans sa vie la bonne chose quand cela importait le plus. Et Lara réfléchit, le visage pâle. C'était un choix terrible. Se livrer à la merci de Mercier ou à un étranger qui lui offrait un arrangement si inhabituel. Mais le regard ferme de Jonas, l'absence de toute malice dans ses yeux, la manière dont il semblait porter le poids du monde sur ses épaules, transmettaient une étrange sensation de sécurité. Et il y avait Tom. Pour lui, elle ferait n'importe quoi. « J'accepte, monsieur Jonas », dit-elle finalement, la voix à peine un murmure. Le pacte fut scellé non par un baiser ou une étreinte, mais par le grincement de la plume sur le papier, un document improvisé rédigé par Jonas et signé par tous deux, témoigné uniquement par le silence de ces contrées reculées
et par le regard curieux d'un garçonnet qui ne comprenait pas la gravité de ce moment, mais sentait que quelque chose d'important se passait. Jonas sentit un nœud dans l'estomac. C'était fait. Lui, qui fuyait les liens comme le diable fuit l'eau bénite, était maintenant lié à une femme et un enfant par un morceau de papier. Mais, étrangement, une petite partie du poids sur ses épaules sembla s'alléger. La première nuit sous le même toit fut tendue. Jonas dormit dehors, près du feu de camp, sous prétexte de surveiller, mais en réalité, pour laisser de l'espace à Elara et Tom et à lui-même. Ces contrées reculées environnantes étaient une symphonie de petits bruits, le vent murmurant des secrets entre les rochers. La tension dans la masure, les jours qui suivirent, était un fil tendu, vibrant à chaque mot non dit et chaque regard échangé. Jonas était un homme de routine, et Elara, observatrice, apprit vite ses habitudes. Il se levait avant le soleil, s'occupait de poussière, vérifiait les maigres défenses de la propriété. Il parlait peu, mais ses gestes étaient pratiques et efficaces. Il répara le toit troué, renforça la clôture du petit enclos où Elara gardait 2 chèvres maigres. Tom, initialement farouche, commença à l'observer avec une curiosité prudente. Jonas, mal à l'aise avec les enfants depuis la perte de Daniel, ne savait pas comment interagir. Un jour, alors qu'il sculptait un morceau de bois avec son couteau, il remarqua le regard fixe du garçonnet. Sans dire un mot, il continua son travail, et en peu de temps, un petit cheval de bois prit forme dans ses mains. Il le ponça avec soin, et quand il eut terminé, le posa simplement près de l'endroit où Tom était assis. Le garçonnet hésita, regarda sa mère, qui sourit encourageamment, puis prit le jouet, les petits yeux brillants. Ce fut le premier dégel. Elara, de son côté, s'occupait de la maison, cuisinait des repas simples, mais savoureux, avec le peu de ressources qu'ils avaient. Elle rapiéça la chemise de Jonas, une ancienne déchirure près de l'épaule, avec une habileté qui le surprit. Quand il la revêtit, il sentit le tissu doux sur la peau et une chaleur étrange dans la poitrine. Quelque chose qui n'était pas seulement physique. C'était de petits gestes, des échanges silencieux qui commençaient à tisser une fragile toile de coexistence. L'ombre de Silas Mercier, cependant, planait au-dessus d'eux comme un vautour patient. Ces hommes de main furent vus rôdant autour de la propriété, observant de loin. Un jour, 2 d'entre eux, hommes rustres au visage marqué et aux regards insolents, chevauchèrent jusqu'à la masure. Jonas était dehors, nettoyant son fusil de chasse. « Tiens, qu'avons-nous là ?» dit le plus grand, un homme corpulent avec un sourire désagréable. Il semble que la petite veuve s'est trouvé un nouveau protecteur. Jonas ne bougea pas, continua juste à nettoyer l'arme, les yeux froids comme la glace. « C'est ma propriété maintenant, et c'est ma femme, » dit-il, la voix calme, mais avec un timbre d'acier. « Je suggère que vous poursuiviez votre chemin. » Les hommes échangèrent des regards. L'un d'eux cracha par terre. Mercier ne va pas aimer ça. Il vous laisse taire. Mercier peut vouloir l'enfer, mais cela ne signifie pas qu'il l'obtiendra. Jonas répondit, levant finalement le regard, et l'intensité dans ses yeux fit les hommes reculer d'un pas instinctivement. Maintenant disparaissez. Ils hésitèrent, mais il y avait quelque chose dans la posture de Jonas, dans la manière dont il tenait le fusil de chasse, qui n'invitait pas à la discussion. Murmurant des menaces voilées, ils firent demi-tour et partirent, levant un nuage de poussière. Elara, qui avait tout observé depuis la fenêtre, le cœur battant la chamade, sortit quand il fut reparti. « Ils reviendront, » dit-elle, la voix tremblante. « Je sais, » Jonas répondit, rangeant le fusil de chasse. « Mais la prochaine fois, ils seront moins confiants. » Cet affrontement, bien que bref, laissa une marque. La tension augmenta, mais aussi une nouvelle dynamique surgit entre Jonas et Elara. Elle vit la force en lui, la détermination silencieuse, et sentit un fil d'espoir plus fort. Lui, de son côté, vit le courage qu'elle avait à affronter la peur, à rester ferme aux côtés de son fils. Les semaines se transformèrent en mois. La routine s'établit. Jonas enseigna à Tom à identifier les empreintes d'animaux, à trouver de l'eau dans des endroits improbables. Elara planta un petit potager, et avec l'aide de Jonas, ils réussirent à l'irriguer avec l'eau de la source.
La masure, avant un lieu de peur et de solitude, commençait à ressembler à un foyer, même si c'était un foyer construit sur un pacte de convenance. Les nuits étaient les plus difficiles. Jonas continuait de dormir dehors, mais parfois, quand le froid était plus intense, Elara l'invitait à l'intérieur, et il s'installait dans un coin près du poêle. Ces nuits-là, le silence était rempli uniquement par le crépitement du feu et par la respiration douce de Tom. Une nuit, une tempête de sable les força à s'abriter ensemble dans la petite masure. Le vent hurlait dehors comme une âme en peine, et le sable fouettait les murs. Tom, effrayé, gémit et chercha le giron de sa mère. Jonas, assis près de la porte, observait la petite famille improvisée. « Il ressemble à son père », Jonas demanda, brisant le silence, la voix basse, pour ne pas effrayer davantage le garçonnet. Elara serra Tom dans ses bras. « Oui, les yeux. Et l'entêtement, » dit-elle avec un sourire triste. « C'était un homme bon, mon Samuel, travailleur. Il rêvait de transformer cet endroit en un domaine prospère. » Elle fit une pause, et puis, comme si une vanne s'ouvrait, elle commença à parler de Samuel, de ses rêves, de la vie qu'ils avaient avant que Mercier ne croise leur chemin. Jonas écouta en silence, l'expression indéchiffrable. Quand elle eut terminé, un sanglot échappa de ses lèvres. Il ne savait pas quoi dire, n'avait jamais été bon avec les mots de réconfort. Mais, instinctivement, il tendit la main et la posa brièvement sur son épaule. Un toucher rapide, presque imperceptible, mais qui transmit une compréhension silencieuse. « J'ai aussi perdu ma famille », dit-il, la voix étranglée, les mots sortant avec difficulté, comme arrachés d'un endroit profond et douloureux. « Ma femme, Marthe, et mon fils, Daniel. Une fièvre. Je n'ai rien pu faire. » Ce fut la première fois qu'il parla de son passé, de la douleur qui le consumait. Elara le regarda, les yeux embués de larmes, et vit non seulement l'homme rude et pragmatique, mais l'âme blessée sous la carapace. Cette nuit-là, sous le rugissement de la tempête, une nouvelle couche de compréhension se forma entre eux, une vulnérabilité partagée qui les rapprocha plus que n'importe quel contrat. Le calme après la tempête de sable dura peu. Mercier, furieux de la résistance de Jonas et du refus d'Elara de céder, décida d'augmenter la pression. Une matinée, ils trouvèrent la clôture du petit enclos coupée et les 2 chèvres d'Elara disparues. C'était un avertissement clair. La colère bouillonna en Jonas, mais il la contrôla. Il avait besoin de penser clairement. « Il ne s'arrêtera pas », Elara dit, le désespoir tint en sa voix. « Il veut l'eau, Jonas, et il ne se soucie pas de qui il doit écarter de son chemin. »« Je sais, » Jonas répondit, la mâchoire serrée, « mais nous ne reculerons pas non plus. » Cette nuit-là, la tension était presque insupportable. L'air semblait électrique, chargé d'une menace imminente. Jonas vérifia ses armes, la vieille carabine, le revolver qui était presque une extension de sa main. Elara observait chacun de ses mouvements, la peur dans ses yeux, mais aussi une nouvelle détermination. Elle n'était plus seulement la veuve effrayée. La coexistence avec Jonas, la lutte quotidienne pour la survie, l'avait renforcée. « Faites attention, Jonas », dit-elle, la voix ferme, pendant qu'il se préparait pour une autre nuit de veille. Elle lui tendit une gourde d'eau fraîche et un morceau de pain. Un geste simple mais chargé de sens. Il prit la gourde, ses doigts frôlant les siens. Un frisson parcourut son bras. « Je le ferai », répondit-il, le regard rencontrant le sien un instant plus long que d'habitude. À ce moment, la façade de leur mariage de convenance sembla se fissurer, révélant quelque chose de plus profond en dessous. Le danger se matérialisa quelques jours plus tard, de forme plus directe et brutale. Jonas était loin de la masure, vérifiant les pièges qu'il avait montés pour les petits animaux, quand il entendit le son reconnaissable de chevaux s'approchant à vive allure. Son cœur se glaça. Il courut en arrière, la peur propulsant ses jambes fatiguées. En arrivant à la clairière, il vit la scène qu'il craignait. Mercier et 3 de ses hommes encerclaient la masure. Mercier tenait Tom par le bras, le garçonnet pleurant et se débattant. Elara était sur le seuil, le visage pâle de terreur, mais avec un couteau de cuisine fermement agrippé dans la main. « Tiens, tiens, Jonas », Mercier dit avec un sourire triomphant en le voyant s'approcher.
Je pensais que vous vous étiez perdu dans ce désert. » « Lâchez le garçonnet, Mercier, » Jonas dit, la voix dangereusement calme, la main planant près de l'étui. « Et pourquoi ferais-je cela? Il est une bonne garantie, tout comme sa mère. Et cette source d'eau. » Mercier rit, un son laid et cruel. « Vous avez eu votre chance de partir. Maintenant, vous allez payer le prix pour vous être mêlé de ce qui ne vous regarde pas. » La poussière de la route, soulevée par les sabots des chevaux de Mercier, semblait vouloir engloutir la petite masure, un linceul annonçant l'affrontement. Les hommes de Mercier sortirent leurs armes. La situation était désespérée. Jonas était en infériorité numérique, mais il ne pouvait pas reculer. Pas encore. L'image de Marthe et Daniel, sans défense, envahit son esprit. Cette fois, ce serait différent. « J'ai dit de lâcher le garçonnet. » Jonas répéta, et cette fois sa voix était un grognement. L'air devint lourd, dense de la promesse de violence. Le soleil de l'après-midi frappait fort, créant de longues ombres qui dansaient comme des spectres. Les pleurs de Tom étaient le seul son, outre le vent sifflant entre les rochers. Mercier serra le bras du garçonnet, qui hurla de douleur. Ce fut l'étincelle. Jonas sortit le revolver avec la vitesse de l'éclair. Le premier tir atteignit le bras de l'homme qui tenait Tom, le faisant lâcher le garçonnet et hurler. Et Lara, dans un mouvement rapide et courageux, courut et attrapa Tom, le tirant à l'intérieur de la masure. L'enfer se déchaîna. Des coups de feu résonnèrent dans le vallon. Jonas se jeta au sol, utilisant une grosse roche comme couverture, répondant au feu. Un des hommes de main de Mercier tomba de cheval, atteint à la poitrine. Le second essaya de flanquer Jonas, mais un tir précis l'arrêta, la balle sifflant près de sa tête et le faisant reculer. Mercier, furieux, commença à tirer en direction de la masure. Jonas vit le danger et, dans un acte de désespoir, se leva et courut vers lui, tirant tout en avançant, devenant une cible plus grande pour détourner l'attention d'Elara et Tom. Une balle atteignit Jonas à la jambe, le faisant chanceler, mais il ne s'arrêta pas. La douleur était aiguë, mais l'adrénaline le maintenait debout. Il avait besoin de protéger Elara et Tom. C'était la seule chose qui importait. Mercier, voyant Jonas blessé, sourit cruellement et visa avec soin. Mais, avant qu'il ne puisse tirer, la porte de la masure s'ouvrit et Elara apparut. Non pas avec le couteau, mais avec le vieux fusil de chasse de son défunt mari. Elle n'avait jamais tiré sur personne, mais la vision de Jonas blessé, luttant pour eux, alluma un feu de fureur protectrice dans sa poitrine. Elle visa, les mains tremblantes, et appuya sur la gâchette. Le tir ne fut pas précis, mais le bruit et l'impact des plombs sur le sol près de Mercier l'effrayèrent suffisamment pour lui faire manquer sa cible. La balle de Mercier passa en sifflant près de l'oreille de Jonas. Profitant de la distraction, Jonas, malgré la douleur lancinante à la jambe, réussit à s'approcher suffisamment. Avec un dernier effort, il se jeta sur Mercier, le faisant tomber de cheval. Les deux roulèrent par terre, échangeant des coups. Jonas, même blessé, luttait avec la force du désespoir. Mercier était plus grand, mais Jonas était plus rapide et plus déterminé. Finalement, avec un coup précis au menton, Jonas le laissa inconscient. Le dernier homme de main, voyant son chef tomber et ses compagnons morts ou blessés, monta sur son cheval et s'enfuit au galop, laissant un nuage de poussière derrière lui. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le gémissement de Jonas et les pleurs effrayés de Tom, qui était maintenant dans les bras d'Elara. Elle courut jusqu'à Jonas, le visage baigné de larmes. « Jonas, vous êtes blessé !» Il essaya de se lever, mais la jambe céda. « Je vais bien !» haleta-t-il. Mais la pâleur de son visage et le sang qui tachait son pantalon disaient le contraire. Avec l'aide d'Elara, il réussit à se traîner à l'intérieur de la masure. La douleur était intense, mais la vision d'Elara et Tom, sains et saufs, était un baume. Elara, avec une habileté surprenante, nettoya et banda le ferimento à sa jambe. Ses mains, bien que tremblantes encore, étaient fermes et prudentes. Tom, plus calme, observait tout avec les yeux écarquillés, tenant le petit cheval de bois que Jonas lui avait donné. Pendant qu'Elara s'occupait de lui, leurs regards se rencontrèrent. Il y avait de la gratitude dans ses yeux, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose que Jonas n'osait nommer. « Vous avez sauvé nos vies. »
elle murmura, la voix étranglée. Nous nous sommes sauvés mutuellement, il répondit, sentant une chaleur inhabituelle se répandre dans sa poitrine, une chaleur qui ne venait pas de la fièvre de la blessure. Le danger immédiat était passé. Mercier et ses hommes étaient vaincus. Mais la question planait dans l'air, et maintenant? Le pacte avait été fait pour la protection. Avec Mercier hors de scène, la raison du mariage avait disparu. Les jours qui suivirent, pendant que Jonas se remettait, une nouvelle tension s'installa entre eux, non pas de peur, mais d'incertitude. Et Lara s'occupait de lui avec un dévouement qui allait au-delà de la simple gratitude. Elle cuisinait pour lui, changeait ses pansements, lisait pour Tom près de l'endroit où il se reposait. Jonas, de son côté, l'observait, voyait la force et la douceur dans chaque geste. L'image d'elle, debout sur le seuil avec le fusil de chasse le défendant, était gravée dans son esprit. Il ne s'était jamais senti aussi protégé, si soigné. Une nuit, quand Tom dormait déjà et que la masure était plongée dans la pénombre éclairée seulement par la lune qui entrait par la fenêtre, et Lara s'assit à côté du lit improvisé de Jonas. « La jambe va mieux, dit-elle, la voix douce. « Grâce à vous, » il répondit. Un silence confortable s'installa entre eux. « Jonas, » commença-t-elle, hésitant. « Maintenant que Mercier, maintenant que le danger est passé, notre accord, vous êtes libre de partir, si vous le désirez. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans son estomac. Partir? L'idée, qui avant aurait été son impulsion naturelle, lui causait maintenant une douleur étrange, un vide. Il la regarda son visage éclairé par la lune, regarda les yeux qui brillaient d'une émotion contenue. « Et vous, ce que vous voulez, Lara ?» elle demanda, la voix à peine un murmure. Elle baissa le regard, les mains entrelacées sur ses genoux. « Je ne sais pas. Cet endroit, avec vous ici, a commencé à ressembler à un foyer. Tom, il vous aime bien, plus qu'il ne vous aime bien, il vous admire. » Elle leva le regard et cette fois, il y avait des larmes dans ses yeux. « Et moi aussi, Jonas. Je tiens à vous. Plus que je ne le devrais, peut-être. » Le cœur de Jonas fit un bond. Lui, qui se considérait comme un homme de pierre, sentit une vague d'émotion si forte qu'elle le laissa presque sans souffle. Il tendit la main et, de ses doigts calleux, essuya une larme qui coulait sur son visage. « Je tiens aussi à vous, Lara, » dit-il, la voix rauque, « et à Tom, plus que je n'avais imaginé possible. » Il fit une pause, cherchant les mots justes, ce qu'il faisait rarement. Ce mariage a commencé comme un bouclier, mais peut-être peut-il être quelque chose de plus, si vous le désirez. Les yeux d'Elara s'écarquillèrent, et un sourire timide mais radieux illumina son visage. « Je le désire, Jonas, je le désire beaucoup. » Cette nuit-là, pour la première fois, Jonas ne dormit pas dehors, ni dans un coin de la masure. Il dormit aux côtés d'Elara, non pas comme un protecteur ou un étranger, mais comme un homme qui avait trouvé, inopinément, un nouveau départ. Le toucher de leurs mains, la proximité de leur corps, parlaient d'une promesse silencieuse, d'un futur que tous deux osaient maintenant imaginer. Le silence qui suivit la tempête de violence n'était pas vide, mais rempli par la promesse de matins plus calmes, où le soleil ne serait plus un ennemi implacable, mais un peintre de nouveaux horizons, teignant le ciel de couleurs d'espoir. Les cicatrices de Jonas, les visibles et les invisibles, étaient toujours là. Et maintenant, elles ne faisaient plus autant mal. Elles étaient des rappels d'où il venait, mais ne définissaient plus où il allait. À ses côtés, Lara et Tom étaient à la preuve que la vie, même dans le plus aride des paysages, pouvait refleurir. Le domaine, avant un lieu de fantômes et de solitude, commença à prendre vie. Le rire de Tom résonnait dans le petit vallon. L'odeur de pain cuit se mêlait à l'arôme du thym sauvage. Et Jonas, l'homme de peu de mots, se retrouva à sourire davantage, à parler davantage, à ressentir davantage. Il était toujours un homme de cicatrices, mais maintenant, elle racontait une histoire différente. Une histoire de perte, oui, mais aussi de rédemption, de courage et inopinément d'amour. Un amour né du sable et du désespoir, mais fort et résilient comme les arbustes rabougris qui s'obstinaient à fleurir sous le soleil implacable de ces contrées.
Et pendant que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de pourpre, Jonas et Lara et Tom observaient ensemble la vaste étendue qui s'étendait devant eux, non plus comme un désert hostile, mais comme le foyer qu'ils avaient construit, ensemble, pierre par pierre, regard par regard, cœur contre cœur.